Inch'Allah, ça va? Bien, cher, très beau. Bonjour, ça va bien? Bien. Bonjour, ça va bien? Bien. Ça va? Bien. Je te dis, c'est bon. Allez, merci, c'est des bien? Oui. Bon, un petit peu de trafic sur la route, ça mais... ne manque pas, quoi. Comment tu viens là? DG. Tu vas bien? Non, c'est direct. Ça va? C'est DS. DS, c'est pas compliqué. Je te bien? Vous êtes là? Wow. De médecine là. Oui. Wow. Après, comment elle a terminé? Bon, il a fini. Ah, parce que, non, je vais pas plateau, mais bon. Ah, ici. Ça va? Comment tu? Ça va bien. Tu vas bien? Oui, le patron c'est toi. Non, moi je suis venu depuis longtemps là, arranger. Attends deux. Non. Bonjour madame. Bonjour madame, tu vas bien? C'est l'ambassadeur. Tu vas bien? Ça va bien. Merci bien. Non, on fait des représentants. C'est des représentants de la DEFCO. L'Union européenne. Oui. Qui sera une autre non, pas le nom de représentant. C'est les racines qui se rencontrent ou bien c'est les branches qui se rencontrent? Ça va? Oui. Ça va? Tu viens de Thiès ou bien tu viens de Dakar? Non, mais il est déjà formé. J'ai participé à Ça tu es comme mieux. Avec du branche. Du me gën la nit di koy fël bi am problème. Le quoi? Des éléphants, d'un petit dans le cimetière.
Dire les plus acheter un tracteur, balader dans la... C'est toi qui commence. Non, c'est moi qui... Commencer cette session agricole pour le développement. Voilà, donc je vais peut-être parler un tout petit peu du déroulé, si vous me le permettez. Donc à la suite de la séance d'ouverture, Étienne Azelin va faire une présentation d'environ 45 minutes. Ensuite, des intervenants vont venir témoigner de leur expérience en termes d'impact de la recherche agronomique. Donc, il y aura le professeur Camara, il y aura un étudiant, Joël Sambou, il y aura le monsieur Stéphane Contini, qui est le représentant de l'Association des ONG européennes, pardon. Alors, nous attendons, il n'est pas encore arrivé parce qu'il vient de loin, monsieur Goran Diaye, qui est responsable d'une ferme agroécologique. Et nous aurons aussi le DRI du CORAF, monsieur Youssouf Kamara, directeur de la recherche et de l'innovation, ainsi qu'un collègue du CIRAD qui travaille depuis longtemps avec nous, qui est Philippe Lecomte, et qui feront des témoignages. Voilà. Mais entre la présentation de Étienne Azelin et les témoignages, il y aura une pause café. Et ensuite, à la suite de ces témoignages, il y aura un échange avec la salle. Et donc, vous êtes bienvenus pour poser des questions, demander des précisions ou nous faire partager votre expérience ou vos expériences en termes, ou vos interrogations en termes d'impact de la recherche pour le développement, de la recherche agricole pour le développement. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à notre hôte. Voilà, c'était une question qui soit là ce matin pour procéder à l'ouverture de cet atelier. Mais comme souvent, les choses sont quelquefois indépendantes de nos volontés. Voilà, donc il y a des réunions ce matin à 9h30. Donc il ne pourrait pas faire le déplacement. Donc depuis ce matin, on essayait véritablement de voir un peu comment démarrer l'atelier. Comme l'atelier aussi est un atelier, c'est vrai, assez technique, parce que quand même c'est des questions qui interpellent la recherche, bien entendu les décideurs politiques et le développement. Donc ce sera encore vraiment bienvenu pour qu'on soit ensemble pendant la journée, et que donc le directeur général de l'ISRA étant partie prenante aussi de cette journée, et puis intéressé au premier niveau de ces questions d'évaluation d'impact, puisque nous avons un institut de recherche qui travaille sur ces questions. Je pense que je vais certainement procéder à l'ouverture sans trop aller dans des considérations de vision politique que le ministre serait à même de mieux, en tout cas, dire au nom du chef de l'État. Donc, vous ne pouvez pas, donc, comme je le disais en introduction, donc la thématique nous intéresse à un plus haut niveau, aussi bien donc au niveau de l'ISRA, qui est l'Institut sénégalais de recherche agricole, que le MAER, qui est le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Vous connaissez tous les programmes que nous avons à ce niveau, notamment le PRACAS, qui est le programme d'accélération de l'agriculture sénégalaise, avec beaucoup de programmes qui ont besoin d'être évalués. Chaque fois qu'on parle du programme national d'autosuffisance riz, chaque fois on parle de l'autosuffisance en oignons, on parle beaucoup de programmes d'autosuffisance qui, à un moment donné, donc le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, effectivement, serait très intéressé à savoir comment procéder de manière précise au processus d'évaluation pour savoir comment ces projets, en tout cas ces programmes, ont atteint les objectifs. Il y a d'autres programmes dans le PRACAS que le ministre, certainement, quand il était là, serait à même de mieux les expliciter, donc pour montrer l'importance de ce thème-là. Je pense que ces questions d'impact intéressent au plus haut point aussi le président de la République, notamment Macky Sall, qui nous a fait l'honneur, en tout cas, de baliser la recherche agricole de manière claire. Parce que je crois que dans sa vision du plan Sénégal émergent, une place assez importante est réservée à la recherche. Et c'est important donc, dans ce processus, qu'on puisse aussi évaluer l'apport de la recherche dans cette vision du chef de l'État.
Donc, nous vivons un temps rapide où l'efficacité et l'efficience de nos actions doivent être au centre de nos préoccupations dans le contexte d'un monde de compétition globalisée. Je crois que chaque fois qu'on parlera donc d'action dans ce sens-là, donc il faudrait nécessairement qu'on puisse dire ce que nous avons apporté au développement. Tous les chercheurs et nous tous qui sommes là, disons dans tous nos projets, nous disons toujours contribution au développement économique et social, réduction de la pauvreté, ces termes assez généraux que nous utilisons, mais je diffère quiconque ici de me dire comment évaluer de manière précise cette contribution. En tout cas, chaque fois qu'on énonce dans nos recherches. Cette question d'impact, je crois que c'est très très important. Surtout pour une recherche de qualité qui doit constituer, en tout cas, être la base de la stratégie de développement au niveau de notre développement, en tout cas stratégie de développement. Je sais que tous ceux qui sont présents ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la directrice régionale du CIRAD, qui véritablement nous donne aujourd'hui l'opportunité d'écouter Étienne dans sa présentation, le directeur exécutif du CORAF qui est là. Je pense que ces questions d'impact aussi nous préoccupent au plus haut niveau, notamment au niveau aussi bien national qu'au niveau sous-régional. Nous avons aussi les représentants de l'Union européenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment avec la DEFCO qui est là. Je pense que tous les partenaires au développement mettent un accent important de savoir quels sont les impacts de vos recherches dans tout le travail que nous sommes en train de faire. Et tous les invités qui sont là ce matin, le représentant de l'ambassade de France, je pense qu'avec l'AFD, il y a beaucoup de projets sur lesquels nous travaillons. Et je pense que chaque fois, c'est important de savoir qu'est-ce que ça apporte véritablement. Donc je pense que tout ça, vous êtes tous en tout cas remerciés d'avoir fait le déplacement ce matin. Et tous les invités qui sont là, notamment avec Wabnet, M. Diallo, qui avec en tout cas tout ce qui est biosécurité au niveau de la sous-région et au niveau de l'Afrique, ont un rôle très 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 important à jouer pour savoir un peu toutes ces questions de biotechnologie, ce que ça pourrait nous apporter. En tout cas, tous les invités qui sont là en leur rang, titre et qualité, je suis vraiment très heureux que vous soyez là ce matin pour qu'on puisse échanger sur cette question qui est très très importante. Donc malgré donc le nombre de bras engagés dans l'activité agricole, notre agriculture en fait ne contribue qu'entre 10 et 21% du produit intérieur brut. Je pense que ça c'est une question qu'il faut regarder parce que nous pensons que l'agriculture devrait tirer la croissance, en tout cas au Sénégal et dans toute la sous-région d'ailleurs. Donc il faudrait qu'on voit la contribution de l'agriculture au niveau national. Donc cette situation serait la résultante de plusieurs facteurs physiques associés aux facteurs biologiques. Ce caractère vulnérable du secteur agricole est principalement aggravé par les changements climatiques et autres risques qui menacent la base productive des producteurs et notamment celle des petits agriculteurs. Parce que chaque fois qu'on parle de l'agriculture africaine, notamment au niveau du Sénégal, c'est 90% des producteurs sont des exploitations familiales. Donc c'est de petites exploitations qui en fait jouent le rôle moteur de développer notre agriculture. Notamment les changements climatiques sont des facteurs qui se traduisent par des effets conjugués des sécheresses récurrentes. Je pense que cette année-ci, on n'a pas eu de sécheresse, mais on a eu des fins de pluie d'hivernage assez précoces qui nous ont posé beaucoup de problèmes. Ce qu'on appelle des pauses pluviométriques, mais cette année-ci, ce n'était pas une pause pluviométrique, mais c'est un arrêt précoce de l'hivernage. Des hausses et des baisses de température que nous connaissons tous et qui sont souvent inattendues avec la remontée du niveau de la mer. Pour nous, ça se traduit en termes de salinisation des terres, parce que chaque fois qu'il y a le relevé du niveau de la mer, il faut vous dire que les fleuves se transforment en bras de mer. Si vous allez en Casamance, jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres, l'eau de ce fleuve est beaucoup plus salée que l'eau de mer, et l'eau de nappe est 3 fois plus salée que l'eau de mer. Donc vous comprenez, donc ça met un peu en question toutes ces questions de développement, surtout de la riziculture, dans ces zones qui sont des zones où on devrait faire de la culture vivrière. Il est donc urgent que ces correctifs soient apportés par des programmes de recherche inspirés, capables de générer des technologies appropriées. Il n'est pas besoin de démontrer que l'innovation technologique est le principal moteur de la croissance agricole, voire économique, des pays en voie de développement.
Au Sénégal, le chef de l'État, donc son Excellence Macky Sall, dans sa vision d'un Sénégal émergent, a fait du secteur agricole un des piliers majeurs pour le développement socio-économique du pays. Ce développement doit être, bien entendu, adossé sur une recherche de qualité, adaptée à la demande et continuellement évalué pour se réajuster sans cesse. Cependant, la problématique fondamentale de l'évaluation d'impact réside dans la difficulté d'observer les éléments contrefactuels correspondant au changement de technologie institutionnel ou politique apporté par l'innovation. Je pense que ça, c'est la question que nous tous nous posons. Comment conduire ces questions d'évaluation? Alors qu'une compréhension de cette problématique orienterait mieux les programmes de recherche pour cibler les aspects dont les correctifs apporteraient des gains immédiats de productivité. C'est cette complexité qui explique tout l'intérêt que le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural porte aux discussions portant sur ce sujet de l'évaluation des impacts, qui reste en quête perpétuelle d'approfondissement, de pistes et de réflexion. Nous, en tant que chercheurs, en tout cas, nous avons toujours travaillé dans ce sens pour pouvoir bien évaluer ces impacts. Au début, on parlait beaucoup des domaines de recommandation. Qu'est-ce qu'on faisait pour que les technologies puissent atteindre les bénéficiaires finaux? On parlait d'effet tache d'huile, comment les résultats qu'on transférait pourraient atteindre plus que la zone qui était ciblée. On parlait vraiment de questions sur lesquelles on n'avait pas l'outil qui nous permettait d'évaluer ces impacts. Et la question fondamentale qu'on s'est posée et qui souvent nous est posée, c'est quel est l'impact de votre recherche? Je crois que cette question-là, c'est une question normale qu'on devrait nous poser parce que quand même nous transférons des résultats aux paysans. Mais qui doit faire l'évaluation d'impact et quand est-ce qu'on doit faire l'évaluation d'impact? Je pense qu'il faut bien faire la différence entre les effets, en tout cas des actions que nous faisons, et l'impact de ces recherches-là. L'impact ne peut se... Bon, on utilise des techniques de ex ante, ex post et tout ça pour nous permettre, en tout cas, de nous en sortir un tout petit peu. Mais qui doit faire l'évaluation de cet impact-là? Est-ce que c'est le chercheur lui-même qui doit le faire? Parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre aussi. C'est-à-dire faire sa recherche, évaluer l'impact et dire que j'ai impacté tout le monde. Or qu'on ne voit rien sur le terrain, vous comprenez? Je crois que les bailleurs de fonds qui accompagnent la recherche devraient aussi qu'on discute un peu de ces questions d'impact qui nécessitent une autre approche. Et certainement, Etienne viendra nous dire quelle est cette approche-là, puisque ça doit, en tout cas, être basé sur des moyens qui sont des moyens différents du projet, pour ne pas créer des conflits d'intérêts là. Je pense que les impacts, c'est très sérieux, parce que c'est ça qui nous permet de voir, de mesurer notre développement, de voir aussi ce que les chercheurs ont apporté dans ce processus. Donc, nous sommes à l'écoute du professeur Etienne Anzelin, qui certainement ne manquera pas d'apporter un éclairage nouveau sur ce sujet qui est un sujet très très complexe. Donc je souhaite des débats riches et utiles et félicite le professeur Etienne Anzelin pour son audace. Je pense qu'il faut vraiment devant les chercheurs nous dire, et surtout les partenaires techniques et financiers avec qui nous sommes, qui sont très intéressés par la thématique, qui est la qualité première d'un bon chercheur, parce qu'il faut être audacieux. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Recherche de façon utile. Je partagerai ensuite une méthode qu'on a menée depuis 3 ans qui s'appelle IMPRESS au niveau de certains cas du CIRAD. Quelles leçons on tire de ces 13 cas qu'on a organisés dans une démarche de recherche dans le monde entier, souvent sur le temps très long, on va y revenir. Et ensuite, je terminerai par quelles conséquences pour la recherche. Et pour ça, je me suis appuyé sur un livre que Pape Sec, qui est un collègue très ancien, qui est chercheur et maintenant ministre, évidemment, avait écrit il y a une dizaine d'années, pour lequel j'avais contribué à rédiger la préface, et qui rejoint tout à fait ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors d'abord, pourquoi s'intéresser à l'impact de la recherche? Je pense qu'Alioune a déjà beaucoup avancé là-dessus. Nous, chercheurs, on s'adosse à la science avec un grand S, et finalement, c'est vrai que la science, c'est un espèce de lieu commun de dire que la science est le fondement du développement. Et d'une certaine façon, c'est vrai, parce que la science est un élément essentiel de la culture. Le CIRAD, quant à lui, a choisi une expression plutôt de dire la recherche pour le développement. On parle du développement par la recherche, parce que l'expérience du CIRAD, depuis 40 ans, c'est de dire que s'il n'y a pas de production scientifique, s'il n'y a pas une démarche rationnelle, scientifique, locale, par rapport aux questions qui nous sont posées, s'il
s'il n'y a pas de culture scientifique qui diffuse dans la société, il n'y a pas un vrai développement. Donc, la recherche ne se limite pas à ce niveau-là à un transfert de technologie qui viendrait de l'extérieur. La recherche, c'est un processus de production scientifique et de rationalité locale, et c'est déjà un acte de développement. Mais, pour autant, le chercheur s'en tire pas en disant ça. Le chercheur, il doit aussi très souvent justifier de son utilité sociale. Et comme l'a dit Alioune, face aux urgences des questions de développement, face à une politique qui veut modifier, transformer l'agriculture sénégalaise, les chercheurs de l'INSRA sont, sur l'argent public, amenés à justifier de leur utilité, amenés à justifier de leur contribution à la résolution de ces questions urgentes qui sont faites. Donc, je dirais que ce deux plans-là, recherche générale comme élément de développement et preuve de l'utilité sociale du chercheur, on a des efforts à faire. On a des efforts. Et c'est pour ça que je voudrais vous partager maintenant, en détaillant un petit peu, l'analyse que le CIRAD a choisi de faire pendant 3 ans, en disant, mais nous, CIRAD, qui sommes payés, en plus c'est une mission un peu biscornue, l'argent public français qui sert à faire de la recherche en partenariat au Sénégal, comment justifier de notre contribution, à quoi on sert? Donc on a fait, je dirais, une démarche réflexive pour voir à quoi servait notre recherche en ex post et comment on pouvait mieux impacter les questions fondamentales de développement. Alors si vous voulez, je reviens maintenant à la méthode. En gros, il y a 2 grandes communautés d'évaluation d'impact dans le monde scientifique. Il y a la communauté qui travaille sur l'évaluation économique de l'impact, qui travaille sur un modèle de surplus, en disant, ben voilà, on a eu tant de budget de recherche pendant tant d'années, l'agriculture a augmenté son PIB de temps, et par une analyse de modèle de surplus et de coût-bénéfice, on arrive à dire, ben voilà, la recherche a impacté, a été utile, a permis d'augmenter de 10-12%. Et en gros, on prouve l'efficacité de la recherche par des mesures quantitatives. Souvent, on utilise des méthodes contrefactuelles, quand on peut, mais on ne peut pas toujours, c'est très compliqué. Et souvent, c'est sur des ex-post assez longs. Et c'est une méthode qui suppose, économétrique, qui suppose des bonnes bases scientifiques, de statistiques disponibles, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a une autre approche qui n'est pas mieux, qui n'est pas moins bien, mais qui est différente, qui est une approche plus systémique et qui est basée sur la compréhension du chemin d'impact entre l'acte de chercher, entre le système d'innovation et la transformation des vies des populations qui sont ciblées par cette transformation. Et donc, là, il s'agit d'abord de comprendre les processus et les causalités qui mènent à l'impact. Pour cela, on s'équipe d'outils qualitatifs et quantitatifs pour documenter cette approche systémique, pour documenter l'impact. On caractérise les conditions qui permettent à la recherche économique d'impacter. Et c'est aussi un phénomène d'apprentissage pour les chercheurs, pour dire, ben voilà, on comprend mieux comment ça se passe, donc on sera plus efficace ensuite. Et donc, si vous voulez, ces 2 communautés, en gros, il y en a une qui essaie de prouver l'attribution de l'impact à la recherche, et l'autre qui essaie de documenter la contribution de l'impact à la recherche. Et c'est très différent comme démarche, parce que, et nous on estime que dans bien des cas, c'est impossible de prouver l'attribution de l'impact à la recherche. Impossible, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on se situe, nous, dans notre choix du CIRAD, plutôt dans la 2e communauté, comprendre les mécanismes et voir la contribution de l'impact. Donc, si vous voulez, ce chantier, c'est un chantier de recherche, on l'a abordé comme des chercheurs, non pas comme une analyse d'évaluation d'impact, comme on le fait d'habitude, mais comme une compréhension des phénomènes à l'œuvre là. On s'est inspiré de beaucoup de littérature et de choses qui sont par ailleurs. En gros, il s'agit, encore une fois, sur l'ex-post, bien après la recherche, revenir sur les terrains et travailler un récit d'innovation qui soit basé sur une démarche participative, on va y revenir, et qui essaie de retracer le chemin de l'impact entre l'acte de produire une connaissance, une technologie, et l'impact réel sur la vie des gens. Parce que pour nous, l'impact, ce n'est pas l'augmentation des rendements. Pour nous, l'augmentation des rendements n'est pas un impact. L'impact va au-delà. C'est l'augmentation des revenus, le bien-être économique, la santé de l'environnement, l'état de l'environnement, la biodiversité, les institutions, etc. L'impact pour nous, ce n'est pas un impact intermédiaire sur des facteurs qui peuvent contribuer à l'amélioration et au développement et à l'amélioration du bien-être. C'est l'impact effectivement final. Et donc, on travaille sur un outil qui est assez connu, qui a été publié, qui est le chemin de l'impact. En gros, vous avez différentes étapes entre l'input, l'output, donc la recherche a des moyens, des ressources humaines, des connaissances qu'elle tire d'autres projets, elle fournit des produits,
Quand elle interagit avec les acteurs qui utilisent ces produits, ça devient des outcomes, et ces outcomes deviennent des ressources qui vont servir des impacts au niveau des premiers bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui sont en relation directe avec la recherche, et puis avec des processus de mise à l'échelle, de scaling, des impacts sur des populations plus larges, sur des domaines plus larges. Et tout ça, ça baigne dans un contexte institutionnel particulier, et il y a des effets de rétroaction, etc. Et si vous voulez, en gros, on s'est basé sur des analyses de cas, puisque c'est un peu la méthode pour comprendre des mécanismes, on s'est basé sur des analyses de cas qui recasseraient un peu la diversité de ce que pouvait faire le CIRAD dans le monde, et on s'est attaché à documenter la contribution par une approche participative. C'est-à-dire que l'originalité de la méthode IMPRESS, c'est qu'on va voir les stakeholders à plusieurs moments de la méthode, et on leur propose une hypothèse de récit, et ils le modifient, et ils l'alimentent, et ils documentent la preuve d'une certaine façon, et la mesure de l'impact. Et on a souhaité se concentrer sur deux aspects qui nous tiennent à cœur. C'est le rôle du renforcement des capacités des stakeholders, des acteurs, dans ces mécanismes d'impact. Donc là, on est au-delà du rôle donné des grandes espérances d'impact. On avait même promis d'impact il y a 20 ans. Il faut y retourner voir sur le terrain qu'est-ce qui s'était passé, forcément toujours positif, qui pouvait être mitigé. Et donc on a travaillé, mais on a invité nos partenaires du Sud qui avaient participé à ces projets de recherche à revenir sur le terrain, interroger les acteurs. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'on en a tiré. Donc au niveau de la méthode, on a une méthode de recherche, hein, c'est pas une méthode tout ce récit à ce moment-là. Il change énormément quand on le soumet aux acteurs, parce que quelquefois, il y a des impacts qu'on n'avait pas attendus, qu'on avait imaginés, qu'on a cru observer, qui ne sont pas forcément traduits par les acteurs. Troisième étape, sur la base de ce que nous disent les acteurs, on récolte des données. Ça veut dire que, par exemple, sur les types d'impacts qui ont été identifiés, on va essayer de trouver les ménages, les communautés ciblées par l'impact, nous disent, ben voilà, moi j'ai ressenti ça, moi j'ai vécu ça, par rapport au cheminement du projet de recherche. Un dernier feedback de leur part, est-ce que vous êtes d'accord avec ce récit? Est-ce qu'on est d'accord avec ce récit? Dans bien des cas, les participatifs permettent de confronter l'observation des chercheurs par rapport à l'identité de Madagascar. Le CIRAD a travaillé il y a 25 ans pour mettre au point des variétés de riz pluviales. C'est un chronogramme, c'est-à-dire qu'on décrit les événements qui sont passés depuis 25 ans. Ensuite, on a une carte d'acteurs, vous montrez la sur les acteurs qui ont été majeurs en contact avec la phase du projet, du récit, on reconstitue le chemin de l'impact. Voilà un exemple, c'est le riz pluvial d'altitude. Création de la recherche, création de variétés, création de techniques adaptées, formation, etc. Un élément sur lequel on va revenir qui est très important, et avec les premiers utilisateurs, ou avec d'autres institutions, d'autres acteurs, qui ont permis d'aboutir à une série d'impacts, et ces séries d'impacts, et dont la recherche est. Mais vous mettez, je ne reviens pas là-dessus, augmentation des ventes, augmentation de production de riz. C'était très long, c'était une recherche de bénédictin, je pourrais dire, parce que chaque flèche qui est ici est renseignée par une recherche. Ce n'est pas une flèche qu'on met par plaisir à entraîner telle autre étape. Donc, ça enrichit beaucoup le récit parce que c'est des éléments de preuve, ou au moins de documentation de comment les produits de la recherche ont contribué à tout ce attendu, comme la tranquillité d'esprit qui est venue des ménages et qui est très importante. Conjointement sur les terrains, et on est revenu sur les terrains très longtemps après. Donc, dont on sort, parce que le CIRAD, d'abord, c'est une recherche en partenariat pour le développement de l'agriculture au Sud, ce qui est une mission très proche, puisque on est souvent amené à promettre des impacts, personne ne retourne sur le terrain. C'est très rare. Donc, quelques leçons que je voudrais partager avec vous. Première leçon, on a des impacts d'une grande diversité. L'échelle d'impact est beaucoup plus large et ça se construit sur le temps long. C'est connu, enfin, c'est la notion de temps long dans l'impact. Les recherches, quand on essaie de caractériser le périmètre de la recherche qui a abouti à ça, les premiers travaux de recherche et les premiers impacts observés, le début de l'analyse d'impact et la fin de l'analyse d'impact, 42 ans, 13 ans. Tout ça pour vous dire une conclusion essentielle d'IMPRESS, c'est que 4 ans, donc on va faire tel autre projet. Ça n'est pas possible, ça n'est pas rigoureux. Donc on est obligé de trouver d'autres moyens pour alimenter notre construction de l'impact que la constatation de l'impact sur le long terme. Ça c'est essentiel à comprendre. Et ils ne peuvent pas imaginer que les chercheurs disent, écoutez, revenez voir dans 96 ans, je vous dirai si ça a impacté. Ça c'est pas possible, évidemment.
et au Mali, avec la construction de prototypes de cette décortiqueuse qui a été travaillée il y a plus de 20 ans et où on a essayé, en fonction, encore une fois, de ce que disent les experts, qui sont constatés, on l'a tiré des 13 cas, et qui sont diversifiés, vous voyez, qui sont, par exemple, opportunités de vie, institutions et actions publiques, capacité à innover des acteurs, accès à l'information, légitimité sur de nouveaux enjeux, santé animale et environnement, ressources naturelles et biodiversité. On a tenu à faire ça parce que si on reste trop général par rapport aux notes, par rapport à l'intérêt que je vais venir, l'impact sur l'échelle de -5 à +5, l'impact dans ces différents domaines. Et pour chaque domaine décortiqué. Alors, autre chose, c'est qu'on a tenu au niveau du CIRAD à relier ces impacts aux ODD, aux objectifs de développement durable, parce que, et 3, se rattachent aux ODD qu'on estime être structurants pour la mission du CIRAD, aux objectifs du développement durable, de répondre à tous ces objectifs par ça, mais c'est une façon de montrer la contribution du CIRAD à tel ou tel objectif. Donc ça, c'est très important. Et l'autre chose, c'est pour vous montrer que on a distingué là, dans ce schéma l'impact de la recherche par rapport aux acteurs qui sont en contact direct avec la recherche, ce qu'on appelle l'impact 1, et puis l'impact après un certain nombre d'années sur des opérations de mise à l'échelle, avec du scaling, vous voyez, c'est différent. Vous voyez, chez les transformatrices, création d'entreprise pour la transformation de Fonio, et part du Fonio dans le chiffre d'affaires des transformatrices. Donc, c'est une démarche qui reste très rigoureuse, malgré la complexité du système. Évidemment, c'est une démarche qui est coûteuse, et on va voir qu'on ne peut pas la mettre en place pour tous les projets ex post, ça pose des problèmes. Donc voilà nos 13 cas, avec des profils, je le sens en termes de diversité, c'est qu'il faut que les chercheurs ouvrent phénoménalement fortement suivant les contextes, suivant les types d'innovation. Première phase, parce que la vision des chercheurs, c'est de dire, je vais faire une recherche, elle sera excellente, en gros, le politique qui vient chercher le chercheur parce qu'il a un problème à régler. Vous avez, en fait, le chercheur qui, avant le processus d'innovation, associe le politique pour monter son projet, avant même le projet de recherche. Vous avez les chercheurs qui, une fois qu'ils ont fini, vont chercher le politique pour leur montrer ce qu'ils ont trouvé, c'est ce que je vous disais, et puis vous avez vers le futur où on délivre un impact. Et donc, si vous voulez, en gros, il s'agit, quand on a une démarche ex ante, il s'agit de formuler des hypothèses sur comment ça va se passer. De dire, ben voilà, nous, on a besoin de telles ressources, on est surveilleurs, pour produire telle chose, telle technologie, telle connaissance qui manque, et puis on va interagir avec les producteurs ou avec les stakeholders, et puis on va voir ces impacts-là. Et non pas sur l'année d'avant, ou faire une bonne étude bibliographique, mais de ce qui s'est fait sur les hypothèses d'impact des projets précédents. Et d'inscrire ça dans une continuité de programmation, parce qu'on ne va pas faire une analyse d'impact pour chaque projet, c'est pas possible. Au CIRAD, on aurait 100, 200, 300 projets à évaluer. On n'a pas les moyens de faire ça. Par contre, évaluer des graphes de projets s'inscrit dans une continuité, oui ou non. Deuxième conséquence, et on va commencer après-demain un atelier de formation à ces outils-là, avec la preuve, puisqu'on ne peut pas gérer la programmation de la recherche par l'impact constaté ex post, donnons-nous les moyens d'être convaincus des conditions de réalisation d'un impact sur le long terme. Évidemment, promouvoir l'impact, ça va des recherches participatives aux interventions, et puis incorporer systématiquement le renforcement des capacités des acteurs dans les projets de recherche. Ça veut dire qu'il faut les prendre comme ça vient souvent dans les projets. Pour les bailleurs de fonds, ça veut dire être capable d'avoir des mécanismes de réagir. Et ça, les réactions d'un très rigide par rapport à ça. C'est une piste à fouiller, le FIDA aussi, piste à fouiller. Est-ce qu'on a les capacités de créer des outils pour passer d'une culture de la promesse à une culture de l'impact? Et avant-dernière diapo, une culture de l'impact à promouvoir chez les chercheurs, c'est quoi? C'est avoir des chercheurs. Les étudiants du master avaient été formés par le Korea CPP, donc un programme de l'Union européenne, pour délivrer des formations sur l'usage sécurisé des pesticides, et le processus se poursuit actuellement. Et des échos que nous avons, les acteurs étaient très intéressés et très contents. Une autre action en rapport avec nos partenaires, le partenaire INDA, ONG, où à Yadé, on a essayé un peu, je n'aurai pas le temps de dire tout ce que j'ai envie de dire.
Bon, voilà, l'adaptation de l'offre de formation en agroécologie à travers la mise en place d'une plateforme unifiée des acteurs institutionnels qui interviennent dans le domaine. Mon cursus universitaire à l'université. Et après 3 années d'études en sciences naturelles, j'ai été sélectionné par le Master Géra de Karmakodjara. Donc c'est un master vraiment très intéressant et riche en enseignements et en compétences et qui m'a permis d'acquérir une expertise horticole. Donc durant ces cours-là, j'ai été formé dans le cadre de la formation proposée par le CIRAD et l'IRD, donc sur l'impact agronomique et environnemental de la gestion des matières organiques appliquées au pays du Sud. Donc, et à l'issue de la présentation du projet WABEF, Western African Biowaste for Energy and Fertilizer, donc, qui a été proposé par Jean-Michel Melo, j'ai eu l'idée de projet de monter un projet d'installation de biodigesteurs dans la région de Ziguinchor, où je suis originaire. Donc c'est par là que j'ai effectué des enquêtes de terrain. Donc les enquêtes étaient effectuées au niveau des populations. Et là avant, j'ai rencontré le maire. Après, je suis parti rencontrer les populations pour essayer d'évaluer le gisement qui est mobilisable pour la méthanisation. En même temps, j'en ai profité pour faire une petite sensibilisation au niveau des populations sur l'utilité du biogaz, c'est-à-dire notamment dans l'utilisation pour la cuisson et également pour l'éclairage. Et par la suite, au terme de cette étude-là, j'ai rédigé le rapport d'enquête que j'ai présenté au coordonnateur Matarsila. Donc je pense qu'il a été vraiment satisfait du travail. Et c'est par la suite qu'il nous a donné son accord pour l'installation de ces biodigesteurs dans notre village. Et toujours dans le cadre de ce module-là, j'ai intégré un sujet de recherche sur les pertes et gaspillages dans les systèmes alimentaires périurbains, dans le système marché périurbain de Dakar. Donc ça a été le sujet de mon mémoire de master. Et là, l'objectif de l'étude a été, ce sujet s'insère dans le projet pertes et gaspillage et système alimentaire en ville. C'est un projet qui est financé par le métaprogramme Glow Food de l'INRA et du CIRAD. Et c'est Stéphane Gilbert qui est le chef du projet. Et c'est par là, l'objectif de notre étude était d'acquérir des références quantitatives et qualitatives sur les pertes et gaspillages. Donc là, on a travaillé sur un réseau de 50 parcelles à Pikine et sur un réseau de 20 parcelles à Padoua. Donc là, au terme de cette étude-là, des résultats très satisfaisants ont été obtenus. Pour produire de l'énergie qui va servir de conserver ces pertes, c'est-à-dire de conserver la production au niveau des marchés, et également produire des fertilisants que les producteurs vont utiliser pour améliorer la fertilité des sols. J'ai rédigé le business plan que j'ai présenté dans le cadre de l'offre à candidature du projet. 17 ans où on était 2 milliards sur la planète et maintenant où on est plus de 7 milliards d'habitants, il y a quand même eu un effort et certainement une contribution énorme de tout ce que la recherche agronomique a pu faire pour permettre cet accroissement de la productivité. Après ma carrière, effectivement je suis agronome et j'ai débuté ma carrière en Afrique dans le développement et dans des grands projets d'élevage pour des sociétés d'élevage extensif. Vous imaginez des superficies de 50, 100 000 hectares et des dimensions de troupeaux de 10 à 30, 40 000 bovins à gérer pour produire la viande. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Ensuite, je suis rentré dans la recherche agronomique belge, dans un centre de recherche auquel j'appartiens toujours. Je suis fonctionnaire belge de ce centre, détaché là auprès du CIRAD. Pendant une dizaine d'années, j'ai beaucoup travaillé là sur tout ce qui est des systèmes de production agricole en outils dans son intitulé. Et effectivement, quand on questionne ou quand on se questionne sur l'impact que peuvent avoir des recherches, c'est vrai que ça ne tombe pas toujours sous le sens. Vous posez cette question à un scientifique, tout de suite il va raisonner son facteur d'impact et le nombre de publications qu'il a pu mettre dans sa carrière, l'indice H de Mendeley qu'il peut avoir, et il y a une émulation assez extraordinaire comme ça dans le monde scientifique sur cette notion d'impact facteur, et que d'une manière générale on ne peut pas dire que les chercheurs s'intéressent beaucoup, ou se questionnent en tout cas beaucoup